Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Il est 7 heures passées de 4 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média, les principaux titres. Premier congrès de PASTEF depuis sa création. Il est prévu le 6 juin. La haute autorité de régulation du parti annonce l'ouverture de la date de dépôt des dossiers de candidature pour la présidence du parti. Et puis le délai constitutionnel accordé pour la promulgation des articles L29 et L30 a officiellement expiré dans la nuit du 13 au 14 mai sans communication du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Le collectif des associations de Tivaouane Peulh se pose à la pose de la première pierre du projet Ville verte. Les acteurs communautaires alertent les autorités et dénoncent l'occupation des dunes, alertent sur les risques environnementaux et fonciers. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. En plus bref, les douanes sénégalaises ont opéré une saisie de 3,5 kg de hachis et procédé à l'arrestation de détenteurs présumés lors d'une opération de contrôle sur un véhicule de transport en commun à Karang. C'était le mardi. C'est ce qu'a annoncé hier l'administration douanière dans un communiqué. Les agents de la brigade commerciale des douanes de Karang relevant de la subdivision des douanes de Fatick ont mis la main sur 10 paquets et 26 sachets de hachiches lors d'un poids total plutôt de 3,5% de 3,5 kg. La saisie a eu lieu mardi lors d'une opération de contrôle donc sur un véhicule de transport en commun. C'est ce qu'indiquent les services douaniers dans un communiqué. Le document rapporte que le véhicule en question a été ciblé sur la base d'un renseignement et d'indices probants qui se sont confirmés après un contrôle approfondi. Parlons du Conseil constitutionnel. Le délai constitutionnel accordé plus tôt pour la promulgation des articles L29 et L30 a officiellement expiré dans la nuit du 13 au 14 mai sans communication du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Un silence qui relance les interrogations sur la suite du processus législatif et envoie la voie à une possible promulgation de droit par le président de l'Assemblée nationale. L'ancien parlementaire Sanou Dione apporte des éclaircissements. Il est joint au téléphone par Khalifa Babacar Fall. Il y a différentes interprétations, mais il y a un aspect que les gens n'ont pas pris en compte, c'est qu'effectivement, c'était une proposition de loi en procédure d'urgence venant de l'Assemblée nationale. Donc le président avait 4 jours pour la promulgation. Mais ce qu'on n'a pas tenu en compte, c'est une proposition de loi envoyé à la présidence, donc le président l'a renvoyé en seconde lecture. Du fait que maintenant ça revient de la présidence en seconde lecture, maintenant ce n'est plus une proposition de loi d'urgence, mais maintenant ça devient un projet de loi qui vient de la présidence. Vous avez vu la nuance. La deuxième lecture renvoyée par le président maintenant change la donne. Ce n'est plus une proposition de loi, mais ça devient un projet de loi du président. Si c'était une proposition de loi en projet d'urgence, c'était hier à minuit. Maintenant, du fait que c'est un projet de loi, maintenant ça va être le vendredi. Inch'Allah, c'est le vendredi. Il nous reste 24 heures ou 48 heures vendredi. Nous espérons sérieusement que ce sera promulgué par le président. Le président de l'Assemblée nationale est-il tenu de promulguer immédiatement une loi dès l'expiration des délais accordés au chef de l'État? Après un premier vote à l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye a envoyé le texte pour une seconde lecture en raison de divergences constatées entre différentes versions. Alors que le processus législatif suit toujours son cours, le juriste Abdoulaye Niang rappelle que le président de l'Assemblée nationale ne peut promulguer une loi qu'en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement du président de la République. Il est joint au téléphone par Mariam Sodendiaye. Moi, je pense que dans une certaine mesure, il a raison, parce que la promulgation des lois est donc prévue au niveau de la Constitution, et c'est seulement le président de la République qui a le pouvoir de le faire. Maintenant, quand vous regardez l'article 75 de la Constitution, c'est le président de la République qui promulgue les lois, mais le président de l'Assemblée peut le faire, sauf dans le cadre exceptionnel. Ce sont des pouvoirs exceptionnels qui ont été dédiés. En cas d'empêchement du président de l'Assemblée nationale, donc peut avoir le pouvoir qui lui est délégué de promulguer. Donc dans le cas d'espèce. Donc si le président de la République ne promulgue pas la loi, je ne pense pas que le président de l'Assemblée peut le faire. Je ne le pense pas. On n'est pas dans une situation exceptionnelle. On n'est pas dans un cas d'empêchement du président de la République, mais le président de la République, lui, a l'obligation donc de promulguer la loi. Parce que la loi, d'abord, en première lecture, donc il dispose d'un délai de 8 jours pour
promulguer la loi. S'il ne le fait pas, soit il renvoie la loi au niveau de l'Assemblée nationale, soit c'est un tiers des députés qui saisissent donc le Conseil constitutionnel. Là, le président de la République peut attendre la décision du Conseil constitutionnel. Ou bien attendre donc la seconde lecture du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, après vote de la loi donc, qui a été examiné en seconde lecture. Maintenant, la promulgation est de droit pour le président. Le président n'a plus donc d'issue. Il ne peut plus saisir l'Assemblée nationale, il ne peut plus saisir le Conseil constitutionnel. Maintenant, dans ce cas, le président de l'Assemblée ne peut pas se substituer au président de la République pour promulguer donc une telle loi. Le président de la République recevra du 21 au 31 mai 2026 d'autres personnalités ainsi que des représentants des forces vives de la nation. C'est dans le cadre des concertations ciblées en remplacement du dialogue national. Selon la présidence, ce format a été retenu en raison de la proximité de la fête de la Tabaski. Les échanges porteront notamment sur la cohésion nationale, la situation du pays et le dialogue politique. L'analyste politique Hassan Samb a salué l'initiative ainsi que le format choisi, tout en émettant des réserves sur le processus. Hassan Samb est le directeur de publication de Solo Quotidien. Il est également analyste politique. Je propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Pape Maguette Ba. L'initiative prise par le président de la République de repousser déjà le dialogue qui était prévu le 21 en soi est une bonne chose déjà. C'est la Tabaski, évidemment on ne peut pas pendant la Tabaski prévoir un dialogue. Dans cette période-là, c'est impossible. Donc il fallait bien repousser. L'autre aspect positif est il a prévu de le faire, mais sous un autre format. Il veut revisiter le format. Bon, le dialogue en soi est une bonne chose. Donc là aussi, effectivement, nous apprécions l'initiative du dialogue, quel que soit par ailleurs le format qui est adopté. Avec cependant deux réserves importantes que je veux formuler. La première réserve, c'est conserver le format classique. Mais évidemment, c'est mieux que de changer de format, de l'étendre sur une longue période, ce qui risque de pousser les gens à défiler au palais tout le temps, avec bien sûr le problème qui va se poser, c'est que à chaque fois qu'une force vive de la nation n'est pas impliquée, elle se sent écartée et il y a là toujours ces sources de frustration. L'autre réserve, c'est que toutes les déclarations que vous allez entendre, vous ne pouvez pas en tenir compte, même s'il est toujours important d'écouter tout le monde. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. Mais le problème le plus fondamental, c'est pas celui-là. Le problème le plus fondamental, c'est que, à force de multiplier les dialogues, vous agacez. C'est-à-dire que les gens vont se dire, mais écoutez, il y a trop de dialogue là. Agissez, prenez des mesures. Parce qu'on est à plus de 2 ans maintenant, à 2 ans de gestion. Les gens s'attendent à des résultats. Et puis en plus bref, le parti PASTEF, les Patriotes, organise son premier congrès du parti le 6 juin prochain. La haute autorité de régulation du parti annonce l'ouverture de la date de dépôt des dossiers de candidature pour la présidence du parti. Dans une décision rendue publique ce 15 mai, le président de la ARP, Mohamedou Ngoudemboup, informe que les dépôts de candidature se dérouleront du 15 mai 2026 à partir de 0h jusqu'au 20 mai 2026 à 12h. La haute autorité de PASTEF indique qu'elle mettra à la disposition des candidats à la candidature des fiches de déclaration de candidature. Parlons de tout à fait autre chose dans le reste de l'actualité. Le collectif des associations de Tivaouane Peulh Niague a tenu hier une conférence de presse au Lac Rose. C'est pour s'opposer à la pose de la première pierre du projet Ville Verte qui aurait été prévu ce vendredi dans la zone. Les acteurs communautaires dénoncent ce qu'ils appellent l'occupation des dunes et alertent sur les risques environnementaux et fonciers et interpellent aussi les autorités sur la préservation du lac de Rose, considéré comme un patrimoine naturel majeur du Sénégal. Je vous propose d'écouter Ibrahim Mbaye, c'est le porte-parole du jour. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Projet de Casa Orascom, parce qu'on a trouvé que vraiment de faire 206 hectares, prendre 206 hectares au niveau des dunes de sable pour construire presque 18 000 logements sur les dunes entre la bande de Filao et le Lac Rose, pour nous c'est un danger pour la population de Niague Tivaouane Peulh et aussi pour le tourisme du Lac Rose, mais concrètement le Lac Rose, parce que le Lac Rose a besoin quand même de son environnement. Le Lac Rose a besoin de cette bande de filao. Quand on parle de l'infiltration des eaux de la mer qui vient à travers la mer, à travers les dunes pour vraiment alimenter le lac, là on nous dit de s'imposer avec des immeubles au niveau du Lac Rose. Je dis que ce sera une catastrophe ce projet-là. Donc la population vraiment
ne veut pas ce projet-là en réalité, parce qu'on a besoin d'un autre aménagement beaucoup plus responsable. Nous l'avons constaté la dernière fois, les eaux et forêts, que je salue au passage, le ministère de l'Environnement par rapport au département des parcs nationaux, à qui on avait trouvé une solution de faire le Lagos qui soit en réserve naturelle. Alors je me demande alors comment maintenant on va trouver des arguments pour initier les jeunes à planter des arbres, comme chaque année le président de la République a un projet, un programme de faire des journées de l'arbre, journées de l'environnement, et tout cela, ça ne va rien servir. Parce qu'en principe, vous plantez aujourd'hui, demain on vous dit qu'on enlève ça pour faire des constructions. Nous, ce qu'on nous intéresse, c'est qu'on les attend au pied ferme, qu'on ne veut pas ni de première, ni de deuxième pierre, ni de troisième pierre. Vraiment, c'est cette menace. Nous disons non au projet de Casa Orascom. Certaines qui croient que vraiment le lac Rose, les gens sont illettrés, ou bien c'est des villageois et ils ne comprennent pas, ils se trompent. Donc notre principal projet, nous, c'est de faire le lac Rose un parc national, une réserve. Et puis les préparatifs du Grand Magal de Touba franchissent une nouvelle étape avec l'accélération des travaux d'assainissement et de renforcement de l'approvisionnement en eau réunis en comité local de développement, autorité administrative, services techniques de l'État et comité d'organisation ont fait le point sur l'état d'avancement des infrastructures. Le préfet du département de Mbacké, Khadim Anne, a annoncé que plus de 2,2 km des 8 km du réseau d'évacuation des eaux prévues sont déjà réalisés avec une livraison attendue avant fin juin et parallèlement 4 nouveaux forages sont en cours de construction pour sécuriser l'alimentation en eau durant l'événement religieux qu'est le Magal de Touba. Je vous propose d'écouter les explications de Khadim Anne. Il est le préfet de Mbacké. Le comité d'organisation, les pèlerins, ont témoigné à l'État leur satisfaction par rapport à tout ce qui a été fait dans le domaine de l'hydraulique. Cela a été obtenu. Ces résultats, j'allais dire, ont été obtenus grâce à un renforcement des ouvrages hydrauliques au niveau de la commune de Touba Mosquée. 2 réservoirs de 6000 m3 chacun ont été construits au niveau de la commune de Touba Mosquée. À cela s'ajoutent des forages, de nouveaux forages qui ont été donc ajoutés aux forages existants. Et pour cette année, nous avons reçu la garantie que de nouveaux ouvrages vont s'ajouter à ces ouvrages existants. À titre d'exemple, je peux citer 4 nouveaux forages qui seront construits. Déjà, je peux même donner la garantie que ces forages sont déjà construits et l'un d'entre eux a déjà même été mis en service. Les autres seront mis en service dans les jours à venir. Dans le domaine de l'assainissement, grâce au projet de drainage des eaux pluviales de Touba, des résultats satisfaisants également ont été obtenus dans le passé. Mais nous avions constaté que la solution d'évacuation des eaux pluviales par pompage avait fini de montrer ses limites. C'est la raison pour laquelle, pour cette année, le gouvernement a estimé nécessaire de mettre en œuvre un projet de drainage complémentaire. Et puis cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale que nous démarrons au Mali où les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad et FLA affirment détenir plus de 200 militaires maliens considérés comme des prisonniers de guerre à Kidal. Cette ville du nord du pays a été reprise à l'armée malienne et ses partenaires russes de l'Africa Corps le 25 avril lors d'une offensive menée conjointement avec les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Djenim liés à Al-Qaïda.
Selon le FLA, plusieurs dizaines de militaires ont été tués lors de ces combats. Les autorités maliennes de transition n'ont communiqué ni sur le bilan des attaques du 25 avril, ni sur le cas des militaires maliens capturés. Seulement, après leur défaite, les Russes de l'Africa Corp ont négocié leur sortie de Kidal. Et puis, sains et saufs, laissant derrière eux plus de 200 militaires maliens, sont les chiffres revendiqués par le FLA. Et hors de nos frontières, toujours au Moyen-Orient, aujourd'hui, la Chine a réclamé un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture des détroits d'Ormuz dès que possible, à marge du sommet entre les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump. C'est une visite historique qui fera date, c'est ce qu'a déclaré Xi Jinping au deuxième jour de la visite de Donald Trump en Chine, ce 15 mai 2026. Nous avons conclu des accords commerciaux fantastiques, excellents pour nos deux pays, a dit Donald Trump, sans plus de précision à l'occasion d'une nouvelle rencontre avec le président chinois à Hongane. C'est un complexe abritant les nouveaux dirigeants et les hauts dirigeants chinois, non loin de la cité interdite. Le président américain a quitté Pékin ce vendredi en début de matinée. À présent, c'est la page sportive. Le sport, c'est l'affaire de Lamine Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez. IFOA U20 féminin, le Sénégal s'impose face au Mali et poursuit sans faute. Oui, vous l'avez dit, le Sénégal qui poursuit donc son sans faute, bien entendu. Les Lioncelles du Sénégal ont signé une nouvelle performance convaincante dans le tournoi IFOA U20 en s'imposant largement sur le score 4-0 face au Mali. Cette large victoire donc confirme la dynamique des protégés de Abitalib Fall qui enchaînent les bons résultats dans la compétition et affichent clairement leur ambition, restant invaincus dans cette compétition et garder leur titre. Prochain match, ce sera donc le dimanche à 19h, Fatou Abdou face à la Guinée-Bissau. Et à côté, CAN U17 Maroc, le Sénégal démarre mal et concède une défaite face à l'Afrique du Sud. Oui, vous l'avez dit, une défaite presque amère. Pourtant, les Lions étaient partis très tôt, en tout cas en ouvrant le score avant la fin de la première période, mais à cause d'une mauvaise entrée en deuxième mi-temps, donc le Sénégal a encaissé un but matinal, puis il a été donc, en tout cas, il a concédé encore une fois un autre but à la 55e minute. Le Sénégal a été battu par l'Afrique du Sud, 2-1. Les protégés de Lamine Sané, l'ancien capitaine des Lions du Sénégal, ont donc raté leur entrée en lice dans cette CAN U17 au Maroc. Dans le même groupe D, le Ghana et l'Algérie se sont quittés sur le match nul spectaculaire, 2 buts partout. Pour l'instant, l'Afrique du Sud est leader de ce groupe, suivi du Ghana et l'Algérie en deuxième et troisième position à égalité de points, puisque le Sénégal, pour l'instant, est donc à la dernière position. Les Lionceaux feront leur deuxième sortie ce dimanche 17 contre le Ghana pour chercher donc leur premier succès dans cette compétition. Parlons cette fois-ci, de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a publié la liste de ces 28 joueurs qui doivent porter les couleurs de la nation pour la Coupe du Monde à venir. Un groupe sans Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Real Madrid, ni Randal Colomwani. Également, Tolisso absent à cette liste de Didier Deschamps. Lors de la déclaration de sa liste, il s'est exprimé sur le niveau de la compétition. Attention, le niveau est impitoyable, a-t-il dit Didier Deschamps. Sur ses adversaires du groupe I, il a déclaré « On a des adversaires costauds, je respecte l'Irak, mais le Sénégal et la Norvège sont de très très belles équipes », a dit tout de même donc, Didier Deschamps, l'ancien capitaine des Bleus, par ailleurs aujourd'hui coach de l'équipe nationale de la France. Je rappelle par cette même occasion que le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, va publier sa liste
Bien entendu, ce sera le 21 mai. Fatou Abdou Ndiaye. Merci beaucoup, Lamine Senghor. Et tout de suite, c'est la revue de la presse. Et bien sûr, nous restons avec vous. Bonjour, les quotidiens évoquent ce vendredi la 3e édition de la journée du dialogue national. Bassirou Diomaye Faye change le format. Affiche Sud Quotidien à sa une démarche de consultation directe et plus serrée est prévue en